Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici les titres de ce journal. C'est la plus grande ferme du monde qui ouvre ses portes à Paris. Les agriculteurs se sont donné rendez-vous porte de Versailles pour un salon de l'agriculture placé sous le signe de l'inquiétude. Des élus de la région Grand Est nous expliqueront pourquoi cet événement reste donc une belle vitrine du savoir-faire de nos régions. Mais qui va revêtir l'écharpe tricolore de maire dans votre commune? L'écharpe est le seul élément visible de l'uniforme de maire. Nous découvrirons sa fabrication dans ce journal dans une entreprise bretonne. Et vous le verrez, le cahier des charges et les procédés pour la fabriquer est très pointilleux. Enfin, nous découvrirons en fin de journal une reproduction spectaculaire de la bataille de Waterloo. Plus de 22 000 figurines sont exposées, une reconstitution exceptionnelle de cette bataille à Versailles. Des images à surtout ne pas manquer en fin de journal. Je vous le disais il y a un instant, le salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce week-end à Porte de Versailles à Paris. Un salon qui se tient dans un contexte plus que tendu, mais qui veut avant tout mettre en avant le savoir-faire de nos régions, bien sûr. Explication dans le Grand Est avec Vosges TV, regardez. Là, on est dans la maturation où on a les fuseaux lorrains qui mûrissent tranquillement. Voilà. Stéphanie se rendra avec une partie de sa production dans la plus grande ferme de France, le Salon international de l'agriculture à Paris. Elle est à la tête de la charcuterie Pierrat, basée au Tauly, une entreprise familiale qui perpétue son savoir-faire artisanal depuis plus de 120 ans. Cette nouvelle participation au Salon de l'agriculture, c'est de la notoriété en plus. La cerise sur le gâteau, c'est vraiment d'obtenir des médailles au concours général agricole. Nous sommes régulièrement médaillés, pas forcément systématiquement tous les ans, il y a de la concurrence quand même. Plus de 600 000 visiteurs s'y rendent chaque année. Et une fois encore, le département des Vosges, mais au-delà la région Grand Est, y seront particulièrement bien représentés. Chaque année, nous inscrivons plus de 2 millions d'euros pour faciliter l'installation, pour favoriser les circuits courts, pour favoriser l'agriculture bio. Un contexte international tendu, avec des menaces douanières qui sont permanentes, avec des cours qui fluctuent en fonction de l'évolution et des productions agricoles à l'échelle européenne, voire au-delà. On a des problématiques climatiques. Et malgré tout ça, il faut que l'agriculture, qui est une solution extrêmement importante pour la souveraineté alimentaire de notre pays, soit identifiée, soit vue. Enfin, et pour la première fois en plus de 60 ans, les bovins seront interdits de séjour sur le salon pour des raisons sanitaires liées à la dermatose nodulaire contagieuse. Mais certains éleveurs feront tout de même le déplacement. Il n'y aura peut-être pas les vaches à Paris, mais n'hésitez pas à prendre contact avec l'agriculteur qui est près de chez vous pour aller voir les vaches en situation et pour pouvoir échanger à Paris sur d'autres problématiques, sur d'autres réussites aussi de l'élevage français. Ils seront cette année 130 producteurs régionaux à tenir une soixantaine de stands, dont 14 Vosgiens, du 21 février au 1er mars à Paris, avec une journée spéciale Vosges le 25 février. Pour la première fois en plus de 60 éditions, il n'y aura pas de bovins pour ce salon de l'agriculture à cause de la pandémie de dermatose nodulaire. Mais ce n'est pas pour autant que les autres animaux n'ont pas fait le voyage vers la capitale. Voici donc la présentation d'ovins élevés dans l'Aube avec ce reportage de Canal 32. L'éleveur Victor Maman participe pour la deuxième fois au Salon international de l'agriculture. Il y présentera 2 béliers d'un an et demi, pesant plus de 100 kg, ainsi que 3 agnelles de race Île-de-France. Ils vont regarder le gigot, s'il est bien arrondi, s'il descend bien, s'il y a bien un côté bien rebondi. Évidemment, ouvert au public, chacun pourra venir voir et observer les différents animaux qui seront présentés. Il y aura des juges qui vont juger les catégories, qui vont expliquer leur choix au public. Pourquoi tel animal est premier, pourquoi tel autre est deuxième, qu'est-ce qui fait la différence d'un animal à l'autre. Et puis après, ça va être d'avoir un animal qui soit relativement long et relativement homogène. Puis sur la race Île-de-France, ce qu'on cherche en particulier, et qu'ils aient le chanfrein bien plissé, tête assez forte. À la tête d'un cheptel de près de 400 animaux, il prépare ses bêtes de concours avec une attention particulière. Tonte, soignée et alimentation adaptée depuis l'été. Les animaux que nous emmenons en concours restent dans un enclos séparé. Elles sont nourries un peu différemment, elles sont nourries un peu plus que le reste de la bergerie. L'an dernier, il a décroché le 3e prix pour les béliers, le 2e pour les agnelles et le 1er pour la laine. Pendant le salon, agnelles et béliers seront la vitrine de son élevage et de l'activité de sélectionneur.
la ferme s'était lancée sur le marché de la vente d'animaux reproducteurs. Aujourd'hui, participer à des concours, ça nous permet de gagner en visibilité au sein de la race Île-de-France, de montrer l'évolution des animaux qu'on a dans notre bergerie aux autres éleveurs pour qu'ils voient ce dont on est capable aujourd'hui. Le passage devant les juges au Salon international de l'agriculture est prévu dimanche 22 février à partir de 14h sur le ring au vin du Hall 1. Victor Maman espère décrocher au moins une nouvelle médaille. L'actualité, c'est également les fortes intempéries qui frappent le pays depuis plusieurs jours. Des conditions météorologiques qui ont provoqué des crues historiques, celles de la Garonne, du Maine ou encore de la Loire. C'est le cas à Loire-Auxence, en Loire-Atlantique. Vous allez le voir, les agriculteurs ont même évacué leurs troupeaux de vaches pour les mettre à l'abri. Reportage de Télé Nantes sur place. Opération de sauvetage un peu spéciale sur la Loire. En prévision de la montée des eaux, des agriculteurs ont réalisé plusieurs allers-retours pour ramener ces vaches depuis l'île Mocquard où elles pâturaient. On a parqué les bêtes sur l'île et puis ensuite on les a montées sur le bac pour les amener ici. À quelques dizaines de mètres, les habitants du hameau de la Meilleraie se sont retrouvés les pieds dans l'eau. Si pour l'instant seuls quelques garages et les jardins se sont retrouvés inondés, l'eau pourrait encore monter d'une trentaine de centimètres au minimum. Pas de quoi faire peur à Pierre-Marie et Caroline qui habitent le hameau depuis une dizaine d'années. En général, la route n'est pas atteinte. Et là, c'est un peu exceptionnel parce que la route est atteinte et je crois que la dernière fois, ça doit être il y a à peu près 20 ans. On demande aux voisins s'il n'y a pas de besoin de monter les meubles ou les machines à laver ou les frigos, etc. sur des parpaings pour au moins ce qui est au rez-de-chaussée. Et puis, mais en fait ici, pratiquement tout le monde est déjà équipé et attend les crues et donc en fait il n'y a pas beaucoup de surprises. À Loire-Auxence, la crue a déjà conduit la mairie à évacuer 392 habitants de 9 hameaux. Une action préventive car le niveau de la Loire pourrait fragiliser la digue ces prochains jours. Parmi les sports de ces Jeux Olympiques d'hiver, on retrouve notamment le patinage de vitesse. Mais saviez-vous que cette discipline existe aussi en roller? Beaucoup moins connue, la pratique compte tout de même de nombreux adhérents et des rêves olympiques. Écoutons le président du club d'Épernay dans la Marne au micro de l'Union, quotidien du groupe Procel, Lucie Soïka. Aujourd'hui, nous sommes là pour une course de roller de vitesse. Discipline très particulière qui est peu connue du grand public, mais aujourd'hui on a les JO et on a des patineurs de roller qui font les compétitions sur longue distance de piste. Nous, c'est le format compact roller en salle, piste de 80 mètres, où on lâche entre 6 et 12 patineurs en même temps sur un ensemble de 5 épreuves différentes. C'est une discipline qui demande à être olympique depuis 30 ans et qui, portée actuellement par les patineurs sur le patinage de glace, finira, nous le souhaitons tous, olympique, puisque c'est une discipline extrêmement spectaculaire. Nul ne l'ignore, le mois prochain aura lieu les élections municipales en France. Et lors d'événements officiels, chaque maire arbore une écharpe bleu-blanc-rouge. Je vous propose donc une immersion dans une entreprise bretonne qui fabrique cette fameuse écharpe. Reportage de TVR près de Rennes en Ille-et-Vilaine. Regardez. La voici l'écharpe officielle de maire, issue des ateliers Lemay de Saint-Grégoire. La pièce est réalisée à partir d'un tissu épais dit ottoman, avec une contrainte incontournable, le respect scrupuleux des 3 couleurs officielles de la République. On est fournisseur de drapeaux bleu, blanc, rouge pour énormément de mairies, pour l'Élysée, pour des ministères, etc. Donc il faut vraiment faire un travail sur ces couleurs-là pour obtenir exactement au niveau de l'impression le bleu, le blanc et le rouge officiel. Spécificité de cet article, le pic des ventes n'est atteint que tous les 6 ans, à la période des élections municipales. En plus, cette année, l'atelier Lemay doit écouler ses stocks d'invendus. On en avait énormément vendu pour les élections de 2014 et donc on s'est préparé en 2020 à en vendre autant. Et on a été coupé avec la crise de la Covid-19 qui nous a malheureusement fait fermer notre entreprise à ce moment-là. Et donc on n'a pas pu vendre comme on l'aurait aimé. Alors pour vendre ce symbole de la République, l'entreprise de 16 salariés en appelle au patriotisme des maires. Aujourd'hui, je leur demande de continuer à faire appel à nous, à une entreprise du territoire. On en a
a beaucoup besoin en ce moment et pensez à faire travailler une PME bretonne de votre territoire. L'atelier Lemay réalise 20% de son chiffre d'affaires avec les articles dits traditionnels que sont les fanions, les écussons, les drapeaux ou les écharpes. Celles-ci, vous le savez, arborent à leurs extrémités des glands à franges, obligatoirement couleur or pour les maires et argent pour leurs adjoints. Et puis pour ces élections municipales, vous avez été des milliers à vous inscrire sur les listes électorales. De nombreuses mairies partout en France ont connu ces dernières semaines une augmentation du nombre d'inscriptions par rapport à 2020. Écoutons sur ce sujet 2 employés de mairie de Limoges au micro de 7 à Limoges, notre partenaire en Haute-Vienne, Lucie Montibus. On constate une montée en puissance des inscriptions sur la liste électorale et notamment des jeunes. On a beaucoup de jeunes des années 1998, 2000, 2005, 2007 qui s'inscrivent sur les listes électorales. En janvier, on a fait 1498 inscriptions. Et il y a 6 ans il y a 6 ans, on en avait 1000 à peu près sur le mois de janvier. Donc il y a vraiment une hausse des inscriptions pour ce scrutin précisément. À la fois, la personne peut s'inscrire en ligne. Donc ça fait quelques années que c'est en place et ça marche plutôt bien puisqu'on a 72% à peu près de personnes qui s'inscrivent par ce biais-là. On a aussi par voie papier, donc par courrier. On a des inscriptions qui nous arrivent par ce biais-là. Et aussi en présence physique, des agents peuvent vous accueillir et monter votre dossier avec vous pour vous inscrire. Cette semaine a débuté la période de carême pour les chrétiens. Mais avant cela, il y a eu le jour de Mardi Gras, un moment traditionnel en Martinique notamment, avec son célèbre carnaval. Notre partenaire ATV était sur place à Fort-de-France, au milieu des carnavaliers. Regardez. Fort-de-France voit rouge et noir. Mardi Gras embrase les rues foyalaises avec une marée humaine à chaque coin de rue. Déguisements, chants et bonne humeur sont bien évidemment au rendez-vous. Un moment attendu par beaucoup qui se démarque des autres jours gras de la semaine par son affluence. Je pense qu'il y aura énormément de monde. Comme le Mardi Gras, c'est généralement le jour où tout le monde descend. C'est le plus beau jour en fait. Mais c'est pas le jour pour les enfants. Une journée pour se lâcher et profiter ensemble. Les groupes à pied font leur entrée avec leurs plus fervents supporters. Mais quand un char passe, les carnavaliers le suivent forcément. On profite, on danse, on boit, on fait la fête, il y a le soleil. Parfait, parfait. C'est là où tout le monde se lâche. C'est le jour de l'année où on peut relâcher toutes les tensions, toutes les pressions. On décompresse. C'est la période où on décompresse pour ça. Aujourd'hui, c'est le max. Nous capéter bonda babada. Pour la plupart, c'est la marche qui est envisagée. Mais pour d'autres, un moyen de transport leur sauve la vie, les bras de Jack. On nous a invités, on a notre bar dedans, donc voilà, on reste avec eux. On profite, c'est la première fois pour nous, donc on profite aussi. Et puis dans ce journal, une autre fête traditionnelle dans nos régions, celle des bœufs gras de Bazas en Gironde. Malgré la crise de la dermatose nodulaire et une météo capricieuse, la 743e édition de cet événement a bien eu lieu. Avec des visiteurs venus du monde entier, regardez ce reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, Antoine Rival. Ils ne sont que 2 à défiler, contre 14 habituellement. Cette année, la fête des bœufs gras de Bazas a été repensée. Pas de concours et une organisation modifiée. Mais pas de quoi refroidir les nombreux spectateurs présents sur place, venus même du monde entier. C'est la première fois que je suis ici. J'ai entendu dire qu'on fait la fête pour la vache et pour nous, moi je suis écossais, irlandais, c'est dingue de célébrer une vache. Cette année, c'est incroyable avec les tempêtes. Un tour à la cathédrale, un tour au bar. On va à la cathédrale et on repart au bar. La météo capricieuse a forcé tout le monde à sortir caouet et parapluie. Mais la fête de Bazas ne se rate pas. Ce groupe de Vendéens a fait 500 km pour admirer les bêtes. On est parti sous la pluie, on arrive sur la pluie, mais vaille que vaille, on y vient. C'est presque un pèlerinage, on n'est pas à Lourdes, mais presque. La tempête Nils n'a pas empêché le traditionnel tour d'honneur des bœufs, accompagné de danseurs et de musique. Une fête qui fait presque oublier une année particulière. On a pu avoir les autorisations des services vétérinaires, sous-préfecture, préfecture.
on lançait sur un format quasi identique avec moins de bœufs bien évidemment qui défilaient puisque les landes ne pouvaient pas venir. Mais à côté de ça, une fois passé, on va dire, cette décision, on va dire, sanitaire, et puis nous derrière, bien sûr, il a fallu qu'on prenne la décision pour organiser. Ça a été très court pour organiser. Et puis là, bien sûr, la météo qui vient s'en mêler. Véritable patrimoine de Bazas, la fête des bœufs gras fera son retour dès l'année prochaine pour sa 744e édition. Voilà, et puis tout à fait autre chose, à l'ère du numérique et des avis en ligne, y a-t-il encore de la place pour des ouvrages comme Le Petit Futé ? Ce célèbre guide touristique, dont on a tous entendu parler, innove et essaye de lutter face à la concurrence en ligne. Regardez ce reportage de Moselle TV à Metz, Florent Arnold. Mesdames, bonjour. Pour Amandine, ce 10 février marque une nouvelle étape pour faire connaître sa cuisine. Son restaurant entre pour la première fois dans le guide messin du Petit Futé. Elle anticipe déjà des répercussions positives. Ça va forcément nous donner plus de visibilité auprès des touristes. Ils pourront préparer en amont grâce à ce guide et peut-être nous appeler pour des réservations. Donc ça nous permettra d'avoir un peu plus de projection sur l'été. Si le bistrot Ragazze bénéficie gratuitement d'une place de choix dans le guide en tant que coup de cœur des rédacteurs, se démarquer de la concurrence a un coût. Comptez 2 000 € hors taxe pour figurer en pleine page avec 5 photos ou 1 040 € pour un tiers de page. Mais face aux avis en ligne et au référencement naturel, quelle est la plus-value du Petit Futé ? Les avis Google, on va dire, c'est quelque chose qui sont pas vraiment représentatifs. On peut toujours mettre un sale avis alors que ça s'est bien passé, on peut toujours descendre le restaurant en particulier. Alors que là, au moins, on est dans un guide, on est dans un livre. Voilà, quoi, c'est acté par des personnes qui sont aptes à écrire dedans. Référencé pour la première fois, Steven a accueilli la présentation du Petit Futé dans son restaurant. La légitimité de ce guide suffit-elle pour concurrencer les influenceurs et autres guides amateurs sur les réseaux sociaux ? Effectivement, il y a plein d'influenceurs, d'influenceuses, mais parfois on voit aussi comment ça se passe. Ils vont cartonner pendant 1 an ou 2 et puis ils vont pas forcément perdurer. Nous, on fête nos 50 ans cette année, donc on est toujours là. Et je pense que ce qui fait notre force, c'est notre ancrage dans le territoire, notre expérience et vraiment nos recommandations en fait. On n'est pas juste une note sur Google ou un clic sur Insta. Des arguments d'autorité qui fonctionnent, mais pour résister contre les algorithmes, le Petit Futé propose désormais aux restaurants de booster leur visibilité en ligne, moyennant finance. L'avez-vous remarqué, en 2026, il y a 3 vendredis 13 au calendrier. Le premier a lieu en ce mois de février, mais les mois de mars et de novembre comptent également cette date symbolique. Et vous allez le voir, beaucoup d'entre nous ont dû tenter leur chance au jeu d'argent du coup. Est-ce qu'ils ont remporté le jackpot ? Réponse avec ce reportage de TL7 dans la Loire, Thibaut Rivière. 2 vendredis 13 en 1 mois, c'est bien un coup de chance pour les établissements des jeux d'argent dans la Loire. Le matin et en fin de journée, ce sont les tabacs qui ont eu la cote. 13 millions à gagner ce vendredi au Super Loto. Alors fer à cheval, ticket de chance, dans ce tabac de Saint-Galmier, vous êtes dans les meilleures conditions, même si vous ne croyez pas tous à ces superstitions. Pour vous, c'est jour de chance au vendredi 13 ou pas ? Bon, pas spécialement. Hein. On espère tous, je pense. Hein. Je me suis dit, avec un peu de chance. Bon, c'est les dates de naissance un peu de mes petits-enfants, enfants. Je vais vous dire franchement, je crois pas trop à ces trucs-là. Mais enfin, si la chance est là, tant mieux. Hein. Oui, en fait, je suis peu joueur, donc il y a peu de vendredi 13, comme je joue que le vendredi 13, tout simplement. Cette hausse de la fréquentation fait bondir de 30% les recettes des tabacs. Et dans la Loire, on se doit d'être chanceux. Depuis novembre 2019, le numéro 42 est sorti 111 fois et se place 12e des numéros les plus tombés. En soirée, la chance prend plutôt place du côté des casinos. Et 2 vendredis 13 de suite, c'est une opportunité à ne pas manquer. Cela représente aussi 30% de fréquentation en plus pour cet établissement de Saint-Galmier. Une soirée d'inauguration du mois de la chance qui a lieu ce soir avec toute une animation musicale prévue, des tirages au sort pour gagner 3 000 € de cadeaux. Et on a également le mois de la chance qui démarre ici. Un vendredi 13 février, la dernière fois c'était donc en 2015, la veille de la Saint-Valentin. Espérons aussi que cela rime avec chance, côté finance comme côté cœur.
Voilà, et puis tout à fait autre chose dans ce journal, un lieu emblématique de notre patrimoine, le mémorial Charles de Gaulle est en grande difficulté. Depuis plusieurs années, sa situation financière se complique et le département de Haute-Marne a décidé de ne pas laisser tomber ce monument. Explication avec Puissance Télévisions, Janice Gallard et Célia Richard. Ces monuments historiques rencontrent des difficultés. Depuis 2010, le mémorial Charles de Gaulle et la boisserie à Colombey-les-Deux-Églises enregistrent entre 100 000 et 200 000 euros de pertes annuelles sans parvenir à rééquilibrer ses comptes. La famille du général avait confié la gestion à la Fondation Charles de Gaulle qui a décidé de mettre fin à cette mission il y a quelques mois. Au vu de la situation économique de l'établissement, le département a repris en régie directe sa gestion avec des ambitions nouvelles. Le mémorial, c'est la propriété du département qu'il avait confié en gestion à INSEM, une société d'économie mixte. La situation est compliquée depuis des années. En fait, nous n'avons pas assez de visiteurs, les charges sont de plus en plus importantes et le modèle économique ne correspond plus au fonctionnement réel du mémorial. Déjà considérée comme monument historique, la boisserie, maison du général de Gaulle, a été classée en urgence par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Un statut plus protecteur qui permet à l'État ou au département d'intervenir en cas de vente, afin de garantir que le lieu reste entre des mains françaises. Dès le mois de mai 2026, les 22 salariés du mémorial et de la boisserie vont devenir agents du département. La gestion est cependant temporaire. Des discussions sont en cours pour tenter de trouver une solution au sujet de l'acquisition du site. Il y a des discussions aujourd'hui avec la famille sur l'avenir de la boisserie. Le département, effectivement, est intéressé. Tout ça dans une logique, si vous voulez, d'offre complète du parcours de Gaulle à Colombey. Finalement, la maison du général, c'est quelque chose qui compte pour le département. C'est une maison qui est très attachante. Le président du département a sollicité un rendez-vous avec l'État sur le sujet et rencontre un autre membre de la famille de Gaulle dans les prochains jours. Aucune décision quant à l'avenir du site ne sera prise sans concertation mutuelle. Et puis, le saviez-vous, il existe des boîtes à pizza consignées. Fini les célèbres boîtes en carton, ce Pizzaloio du Tarn propose depuis le début de l'année des boîtes réutilisables. Une démarche écologique très appréciée par ses clients. Explication avec la Dépêche du Midi, Léo Rébérol. Allez, merci. Un client habitué qui vient souvent avec ses boîtes pour récupérer les boîtes, pour récupérer ses pizzas dans des boîtes réutilisables. Alors là, je l'avais déjà mis dans une boîte à carton, sa pizza, mais c'est pas un problème, je la reprends de suite. Alors ça, c'est une boîte à pizza réutilisable. C'est fait pour mettre nos pizzas et ça évite les boîtes en carton, en fait. Les clients me la ramènent, je mets la pizza dedans et ils la récupèrent chez eux. C'est eux qui la lavent, un coup de lave-vaisselle ou un coup de chiffon. Et c'est reparti pour un tour. Bon appétit, à la prochaine. Ciao, bon app. Et puis de l'histoire maintenant dans ce JT avec une reconstitution exceptionnelle de la bataille de Waterloo, un moment historique qu'un passionné a décidé de recréer, donnant vie à une maquette d'envergure avec pas moins de 22 000 figurines. L'œuvre est actuellement exposée à Versailles et TV78 nous propose de la découvrir en exclusivité. Regardez. Cette grande maquette de la bataille de Waterloo, c'est celle-ci. Elle mesure 100 mètres carrés et on peut y observer 22 000 figurines peintes à la main. Pour la réaliser, Jean-Pierre Leclerc a mis 40 ans. Ce n'était pas prévu au programme. C'est une petite maquette qui s'est agrandie à travers l'espace et à travers le temps. C'est une chronologie en fait, matin, après-midi et soir. J'ai figé des phases importantes du déroulement de la bataille. Il y a 4 phases importantes. J'ai représenté l'attaque de Hougoumont, château de Hougoumont par Jérôme Bonaparte. Et grâce aux gravures et documents et plans originaux qui m'ont été fournis, la charge du maréchal Ney, essentiellement racontée par Victor Hugo dans Les Misérables, la contre-charge anglaise et l'arrivée des Prussiens. Il y a un panorama de 1 km. Alors si je devais représenter l'intégralité de la bataille à l'échelle, j'aurais besoin d'un terrain de football. Jean-Pierre Leclerc sera présent tous les jours pour présenter son œuvre et l'exposition est visible jusqu'au 15 mars 2026. Et puis je vous propose maintenant le portrait d'un supporter pas comme les autres. À seulement 4 ans, Eden est un fan absolu du club de basket du Mans. Présent à tous les matchs, cet enfant donne beaucoup de voix pour encourager ses joueurs préférés. LMTV Sarthe a pu le suivre lors d'un match de son équipe. Regardez.
Pour Eden, 4 ans, venir voir un match du MSB, c'est presque sa récréation. Tango, du short au maillot, le jeune garçon est devenu une coqueluche à Antares. Guillaume, il fait comme toi là. Terrain de basket. Il met un micro comme toi quand je parle à la télé. T'es chaud toi. Ça va Jordan? Ça va fort? T'as beaucoup de barbe. J'ai beaucoup de barbe? Ah oui? Il y a plusieurs personnes à Antares qui commencent à reconnaître Eden. Alors c'est toujours bienveillant, c'est top. Et puis c'est vrai que lui, ça lui fait aller vers les gens, donc non, c'est top. Toujours accompagné de ses parents, Eden connaît tous les joueurs du MSB. Un trailer, un travail, un station. Ce qu'il préfère. Tu viens me voir pour faire un check. Allez Bastien. Cette passion n'est pourtant pas un héritage familial. Ouais, c'est à cause de lui. Hein. On n'est pas branché basket plus que ça à la base. On venait voir des matchs du MSB déjà à l'époque. Mais à force de venir une fois au basket avec Eden, c'est la première fois en fait que ça l'a canalisé. De fil en aiguille, on est revenu une deuxième fois, une troisième fois. Et depuis, la famille suit les matchs à l'extérieur comme à domicile. Je crie tout le temps, on met de l'ambulance. Comprenez, de l'ambiance, et ce mercredi contre Galatasaray, il a donné de la voix. Et malgré cette énergie, Le Mans est tombé contre ces Turcs. On gagne des fois on perd. Un jeune supporter qui accepte la défaite et continue de soutenir son équipe préférée. Voilà, au revoir, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.